Bonjour et bon réveil, merci d'avoir choisi de vous réveiller en notre compagnie ce matin. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. Voici le sommaire de cette édition. Évidemment, les attaques de Copenhague, on en reparle ce matin, une tragique réplique des attentats de Paris. Alors pourquoi le Danemark? Qui était le terroriste et qui visait-il? On tente de répondre à toutes ces questions dans un instant. Et puis en Israël, à un mois des élections, le parti au pouvoir révèle un nouveau clip de campagne. Pour certains, il est encore plus simpliste que les précédents. Binyamin Netanyahou prend-il les électeurs pour des idiots? On ouvre le débat. Enfin, la petite phrase du jour. En Occident, les femmes se moquent d'être violées sur le bord des routes. Ça ne leur pose pas de gros problèmes. Elle est signée d'un historien saoudien. Le détail à suivre. Voilà, bonjour à tous et bonjour à nos invités. Jacques Neria, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Et Cyril, bonjour. Bonjour Barbara. On se plonge ce matin dans les grands titres de la presse arabe et israélienne ce matin avec d'abord la presse israélienne. C'est aujourd'hui que sera investi le nouveau chef d'état-major de Tzahal. Et retenez bien ce nom, il s'appelle Gadi Eisenkot, il a 54 ans et il succédera donc aujourd'hui au chef d'état-major sortant, le général Benny Gantz, dont il faut rappeler, Barbara, qu'il était jusqu'à ce jour l'adjoint. Sa réussite sera la nôtre, titre nos confrères ce matin du quotidien à grand tirage Yediot Ahronot. Eh bien, avant de dire merci à Benny, sous la plume d'Eitan Haber, Benny, c'est donc Benny Gantz, le chef d'état-major sortant, c'est que le nouveau chef d'état-major israélien est nommé dans un contexte, Barbara, de forte tension, comme nous le rappelle le caricaturiste du Israël Hayom ce matin. De quoi donner le tournis, vous allez le voir, au nouveau chef militaire, roquette du Hamas, soulèvement populaire en Cisjordanie, présence de groupes djihadistes aux frontières sur le Golan syrien comme dans le Sinaï égyptien. Le général Eisenkot, vous l'aurez compris, va devoir également gérer le dossier de l'Iran, considéré par Israël comme son ennemi numéro 1. On lui souhaite bonne chance. On lui souhaite bonne chance. Jacques, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme, Eisenkot? Alors, le roi du Maroc doit être content parce que c'est le premier Marocain à commander l'armée israélienne. Donc, nous avons ici, je dirais, un représentant de taille. Bien que son nom prête à confusion, que ce soit Eisenkot, un nom ashkénaze, non, pas point du tout. Sa famille est originaire de l'Atlas marocain, donc ce sont des berbères en fait. Et ce qu'il y a, donc, nous avons ici quelqu'un d'aguerri, un berbère, un vrai combattant. Un vrai berbère dont le patronyme, d'ailleurs, on pensait que c'était un patronyme ashkénaze, il s'avère que c'est un patronyme berbère qui signifie, je crois, le chef du troupeau. Du troupeau de chèvres, quelque chose comme ça. Tout à fait. Voilà, on lui souhaite bonne chance, effectivement. Et puis les journaux israéliens, Cyril, reviennent évidemment ce matin largement sur les attentats au Danemark. Un mort dans une fusillade à Copenhague, voilà le titre sobre, comme à son accoutumée, choisi ce matin par le quotidien de gauche israélien Haaretz, avec cette image, vous le voyez, d'un Danois et de ses enfants qui se recueillent devant le lieu de culte au lendemain du crime qui a coûté la vie à Dan Uzan. C'est un juif de 37 ans qui montait la garde précisément, et c'était pour sécuriser la cérémonie d'une bar mitzvah qui se tenait donc dans cette synagogue de la capitale danoise. Sur la ligne Paris-Copenhague, l'envoyé spécial du journal au Danemark revient sur les similitudes frappantes entre les attentats de Copenhague et ceux de Paris. Même mode opératoire, même cible. Une fois de plus, écrit le journaliste, l'Europe a failli à sa mission, celle de protéger ses citoyens. Alors les journaux, Barbara, reviennent ce matin évidemment sur la réaction du Premier ministre israélien, qui vont peut-être faire polémique, comme il avait fait après les attaques de Paris. Eh bien, Netanyahou a appelé hier les Juifs européens à s'installer en Israël. À tous les Juifs d'Europe, je dis, Israël vous attend les bras ouverts. Des propos prononcés le jour même où le gouvernement israélien entérinait hier donc un plan de 180 millions de shekels, soit environ 40 millions d'euros, pour encourager l'émigration de Juifs de France, de Belgique, mais également d'Ukraine vers Israël. Alors est-on à l'aube d'une nouvelle polémique, comme celle qui avait été éclatée lorsque Netanyahou avait appelé les Juifs de France à émigrer en Israël au lendemain de l'attentat de l'Hypercacher de Vincennes. Pour l'éditorialiste du Israël Hayom, Dan Margalit, on ne peut évidemment pas reprocher à Netanyahou de faire son devoir. Il
est Premier ministre de l'État d'Israël. Après tout, le retour en Israël des communautés de diaspora est au cœur de l'histoire juive et du sionisme, écrit Margalit. Netanyahou devrait au contraire multiplier ses appels, même lorsque les balles de plomb ne sifflent pas dans les rues de Paris ou encore de Copenhague. On va en reparler dans un instant de cet appel de Benyamin Netanyahou, mais avant cela, on referme cette revue de presse avec l'Égypte et cette nouvelle exécution macabre de l'État islamique. Oui, les journaux égyptiens, effectivement, qui font leur gros titre ce matin sur cette vidéo effroyable de l'exécution, de la décapitation de ces 21 coptes égyptiens par l'État islamique en Libye. Le président Al-Sisi, vous le voyez, se réserve le droit de répliquer de la manière et au moment adéquat. C'est le site d'information égyptien Al-Masri Al-Yom, l'Égyptien aujourd'hui, qui relaie l'allocution du chef d'État. C'était à la télévision publique hier soir. Et le site d'information qui publie également les photos, vous le voyez, les photos des familles des otages. Les voici. Ce ne sont pas des otages, ce sont des travailleurs égyptiens qui étaient en Libye, qui dans le secteur pétrolier, qui ont été pris par les Daesh, donc la succursale libyenne de Daesh, et qui ont été exécutés tout simplement parce qu'ils étaient chrétiens. La Libye, c'est un pays en chaos qui n'existe plus, c'est le tohu-bohu qui est en Libye. Et effectivement, quel type de réaction égyptienne doit-on s'attendre ? Effectivement, regardez, pour un pilote brûlé, immolé par l'armée jordanienne est en branle-bas de combat, à l'attaque chaque jour. Alors pour 21 coptes égorgés et décapités, je pense que les Égyptiens sont loin de se retenir. Et à mon avis, ils vont tout simplement agir militairement sur place et attaquer autant de sites possibles pour se venger. Est-ce qu'on voit aussi l'extension qu'avait annoncé l'État islamique territorial qui est en train finalement de se réaliser sous nos yeux avec la Libye aujourd'hui ? Aujourd'hui, la stratégie de l'État islamique est de développer des bases autour du monde arabe. Pas forcément de s'étendre physiquement à partir de la base qu'est l'Irak et la Syrie, mais effectivement, comme Al-Qaïda à l'époque d'ailleurs, Al-Qaïda, ce qui signifie la base en arabe, qui avait repris la stratégie de Mao Tse-tung en Chine, c'est-à-dire d'établir des bases autour du territoire que l'on veut conquérir. On le voit aujourd'hui en Syrie, comme l'a dit Jacques Néria, la Libye n'est plus un État, enfin c'est un État qui a complètement implosé, qui n'existe plus, qui est virtuel, et dans lequel, comme on dit, le pouvoir a horreur du vide, et là effectivement Daesh rentre dans ce vide et on voit les conséquences. Conséquences terribles, on en vient à notre dossier du jour. Évidemment, on reparle des attentats de Copenhague. Copenhague plongé dans la terreur. Si 2 tueries de masse ont été évitées de justesse, eh bien 2 civils ont perdu la vie. Plusieurs policiers également ont été blessés samedi dans cette sinistre réplique des événements de Paris. On revient sur les faits en images. La première ministre danoise est sur les lieux de l'assaut contre la grande synagogue de Copenhague. Elle Thorning-Schmidt est venue ajouter un bouquet au pied du bâtiment, là où quelques heures plus tôt, un homme de confession juive a été tué, visé par des tirs de fusil automatique. Âgée de 37 ans, la victime assurait la sécurité d'une communion religieuse. Autour de la jeune fille se tenaient réunies 80 personnes qui ne doivent leur salut qu'à la présence des services de sécurité. Au cours de l'attaque, 2 policiers déjà présents sur les lieux ont été blessés. Stand here in front of the Jewish synagogue in Copenhagen. Nous sommes ici en face de la synagogue juive à Copenhague. Un homme en service a perdu la vie devant cette synagogue et nous sommes dévastés. Nos pensées vont à la famille. Nous sommes aujourd'hui avec eux. Mais notre pensée va également à l'ensemble de la communauté juive aujourd'hui. Ils appartiennent au Danemark. Ils font partie de notre communauté. Et nous ferons tout notre possible pour protéger la communauté juive dans notre pays. Mais les autorités auront fort à faire pour rassurer les populations juives danoises qui ne parviennent toujours pas à réaliser. C'est très triste, c'est horrible. Je veux dire, nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses au Danemark. Nous étions terrifiés et c'était comme... Non, cela n'est pas possible, cela ne peut pas être vrai. Plusieurs secteurs de la capitale ont été bouclés après le double attentat. Hier, le réalisateur de 40 ans, Finn Norgard, auteur de plusieurs documentaires, n'a pas survécu aux nombreux tirs qui ont visé la conférence sur l'islamisme. Le porte-parole de la police danoise se veut toutefois rassurant et affirme que le couvre-feu reste limité. Il assure que les gens peuvent se déplacer dans Copenhague en sécurité. Les forces de l'ordre se montrent en revanche moins bavardes sur le déroulement de l'enquête dont aucun détail n'a filtré. Pas d'informations sur l'ensemble des habitations perquisitionnées. Peu de précisions sur l'identité du tireur finalement repéré grâce à la vigilance d'un chauffeur de taxi qui a su identifier l'individu
Il a alors été abattu par la police après plusieurs heures de chasse à l'homme. Âgé de 22 ans, il a grandi au Danemark et était connu de la police pour des faits de droit commun. Il est soupçonné d'avoir voulu imiter les attentats parisiens. C'est une personne connue de nos services, donc effectivement il apparaissait sur nos radars. Pour l'heure, nous ne savons toujours pas si le suspect s'est rendu dans des zones de guerre telles que l'Irak ou la Syrie. Mais évidemment, cette question est au centre de notre enquête. Une vaste opération a été menée cet après-midi dans un cybercafé près du lieu où a été abattu le tireur présumé. Au moins 2 personnes ont été arrêtées selon une télévision locale. Dans ce combat contre le terrorisme, la coopération entre les pays est mise en avant. Le ministre de l'Intérieur français en visite spéciale au Danemark a vanté les échanges réguliers entre les services de renseignement et dénoncé les mêmes haines qui se déploient dans les capitales européennes. Manuel, on en sait désormais un peu plus sur le terroriste. Il s'appelle Omar Al-Hussein, il a 22 ans, né et élevé au Danemark. Il était connu des services de renseignement avec un casier judiciaire extrêmement lourd. Il serait d'ailleurs sorti de prison il y a à peine 2 semaines. Est-ce que c'est le même profil que les Merah, Nemouche, Koulibaly et Kouachi? La réponse est oui. Autrement dit, des musulmans qui sont nés, qui ont grandi en Europe, qui sont la 2e, 3e génération d'immigrants qui eux étaient venus pour travailler, qui n'étaient pas du tout des extrémistes sur le plan religieux, mais on voit la 3e génération. Il y a une 3e génération qui s'extrémise et qui a des casiers judiciaires, comme vous l'avez rappelé, très lourds. Et les autorités les relâchent de prison et on voit les résultats. Je pense que là, il y a 2 choses. À la fois, les autorités en Europe doivent se poser la question sur la radicalisation des 3e générations d'immigrants. Notamment en prison. Notamment en prison, au lieu de leur intégration. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, bien entendu, mais ce phénomène existe et il existe dans tous les pays européens. Et la 2e question que les autorités européennes doivent se poser, c'est ce laxisme qui consiste à relâcher les gens ou à leur donner que des peines très très molles. Et quand on voit les résultats tragiques, je pense qu'il faut que les gouvernements européens se ressaisissent sur ces 2 sujets. Est-ce qu'il y a des réponses à ces questions? Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre cette radicalisation? Écoutez, les failles dans le système danois ici sont énormes. On le voit, on a bien compris que l'individu était connu, il était suivi par les services et puis on l'a laissé faire. Donc dire ou prétendre qu'on ne sait pas de son parcours, on le connaît. Ouais. La couveuse, c'est la prison. C'est là où il a été mobilisé, recruté. C'est là, en fait, le djihadisme devient en quelque sorte la rédemption des pécheurs. Donc, pour se retrouver au paradis, il faut tuer des juifs, il faut tuer tout ce qui est liberté d'expression pour pouvoir donner à l'islam de prévaloir. Justement, sur cette question, on le voit, c'est un scénario d'attaque qui a été calqué point par point sur les attaques de Paris. Elles ont été moins meurtrières par chance. Pourquoi ce mimétisme? Quelle stratégie? Mais voilà, Daesh le dit très ouvertement dans ses publications. Il dit, si vous êtes dans l'incapacité d'arriver et de faire partie du djihad en Syrie et en Irak, vous pouvez le faire sur place. Donc il y a des instructions, il y a des réseaux qui sont sur place. Comment est-ce que cet individu a reçu ses armes, ses instructions, je dirais son entraînement, tout cela, je dirais, traiter uniquement de ces individus-là comme des déséquilibrés ou des loups solitaires, ce n'est pas vrai. Ce sont des loups solitaires qui font partie d'un réseau. Et il faut, tant qu'on ne comprendra pas ça, la manière d'agir et surtout de les arrêter sera difficile. L'enquête ne l'a pas encore prouvé qu'il faisait partie d'une filière djihadiste. On sait que le Danemark est aussi une terre de départ au djihad. Vous allez dans la direction de Jacques. Il n'a pas pu agir seul comme un loup solitaire? Bien entendu. Comment croyez-vous qu'il a obtenu ces armes? Comment pensez-vous qu'il a obtenu l'idée de commettre cet attentat? Il y a là trop de cas qui se répètent pour qu'on puisse continuer de dire, comme certains voudraient le faire, qu'il s'agit de cas isolés de déséquilibrés. Ce ne sont pas des cas isolés de déséquilibrés. Il y a un djihadisme international qui voit dans le crime de ce qu'ils appellent de mécréants et avant tout de juifs en Europe un commandement religieux. Ces armes ne tombent pas du ciel, elles sont fournies et les djihadistes exploitent le caractère extrêmement libéral de pays scandinaves comme le Danemark pour justement lutter contre les valeurs de ses propres pays. Et il est temps, encore une fois, et le Danemark est vraiment l'exemple typique d'un pays scandinave très libéral sur le plan des mœurs, sur le plan de la liberté individuelle, mais ce vide est utilisé, ce libéralisme est utilisé à mauvais escient
par les islamistes pour lutter contre les valeurs occidentales. Et c'est là qu'ils doivent se réveiller. De plus, regardez, les 2 cibles attaquées, ce n'est pas des cibles par hasard. L'homme de sécurité là, qui était devant la synagogue a été attaqué directement par 3 balles dans la tête. Donc il était visé directement. De plus, le débat qui se tenait dans ce cybercafé, dans un café, il était à son centre. Dans son centre était le célèbre caricaturiste suédois. Alors pourquoi justement ces cibles sont-elles associées d'une part ces caricaturistes qui personnifient la liberté d'expression et d'autre part les Juifs? Pourquoi ça va de pair dans ces attentats? C'est une vague. Attaquer de telles cibles provoque un déferlement, je dirais, dans l'opinion publique. Ça a beaucoup d'écho. C'est la résonance, surtout d'attaquer un endroit qui célèbre la liberté d'expression. Tout cela, je dirais, c'est s'attaquer aux valeurs même de la démocratie et du libéralisme qui sont tout à fait contraires à l'islam djihadiste. À l'islam djihadiste, ce sont des cibles je précise. À haute valeur symbolique, évidemment. Le symbole, on l'a dit, de la liberté d'expression, le symbole des cibles juives. Est-ce qu'on est passé à une autre sorte d'attentat, finalement? Ce ne sont plus des attentats à l'aveugle, comme on a pu le voir à New York, à Madrid ou à Londres, mais justement des attentats avec des cibles extrêmement symboliques. Les cibles sont symboliques, la liberté d'expression et les juifs. Ce sont toujours les 2 cibles qui se répètent. Et là, il faut bien comprendre que cet islam djihadiste, c'est aussi avant tout une idéologie politique. Et comme on l'a vu au XXe siècle, toutes les idéologies politiques qui pensent avoir la vérité, tenir la vérité entre leurs mains, se croient tout permis et se permettent de tuer tous ceux qu'elles considèrent comme leurs ennemis. Alors aujourd'hui, l'islamisme djihadiste décrète comme ennemis qui méritent d'être tués les Juifs et les Européens qui défendent la liberté d'expression. C'est ça des idéologies politiques fondamentalistes qui justifient à leurs yeux le meurtre de ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Vous savez que à partir du Danemark, selon les recensements je dirais, de l'Interpol, il y a plus de 150 djihadistes danois qui se trouvent aujourd'hui en Syrie. Ouais. C'est le nombre évalué, on ne sait pas trop. 150 uniquement du Danemark. C'est énorme, c'est énorme. Si ces 150 reviennent au Danemark, imaginez la pagaille qui va se produire là-bas. Et tous les pays de Scandinave, c'est le même problème. C'est le même problème. Sur ces images, François Imre, l'ambassadeur de France au Danemark, à Copenhague, il était dans ce café où a eu lieu la première attaque. Alors on l'a dit, les Juifs ont été visés une fois de plus, après Paris, à Copenhague également. Et Benjamin Netanyahu a donc lancé hier un appel aux Juifs d'Europe à immigrer en Israël, à tous les Juifs d'Europe, je dis. Israël vous attend les bras ouverts, Israël est votre foyer. On l'écoute. Nous disons aux Juifs, nos frères, nos sœurs, Israël est votre maison. Nous sommes prêts à continuer d'absorber l'immigration des Juifs d'Europe. Je voudrais dire à tous les Juifs d'Europe et les Juifs de partout, Israël est la maison de tous les Juifs. Il a raison, Benjamin Netanyahu, de relancer cet appel aux Juifs d'Europe où ça va créer un incident diplomatique avec le Danemark cette fois. Vous savez, c'est un vieux serpent de mer, cette histoire de, à chaque fois, est-ce que cela va créer un incident diplomatique? Depuis la naissance même, la renaissance d'Israël, cela a toujours été un sujet de dissension entre Israël et les gouvernements et les pays dans lesquels existent de grandes communautés juives. Ça n'est pas nouveau. Je vous rappelle qu'en 2004, le Premier ministre israélien de l'époque, Ariel Sharon, avait créé un incident diplomatique avec la France, à l'époque avec Jacques Chirac, parce qu'à l'époque, lui avait dit, Sharon, j'en appelle aux Juifs de France à immigrer immédiatement en Israël. Ce n'est pas ce qu'a dit Netanyahou, faites bien attention à ce qu'il a dit. Il a dit, ça avait créé un grave différend avec ça avait créé un différend parce que Sharon lui avait dit, j'en appelle aux Juifs de France à quitter la France immédiatement. Ce que dit Netanyahou, c'est différent. Il dit, je vous annonce qu'Israël est prêt à vous accueillir et vous attend les bras ouverts, si vous décidez de venir. Ça n'est pas un appel en disant aux gens je vous incite à venir immédiatement. Je pense que les Juifs de France, de toute façon, aujourd'hui, n'ont pas besoin qu'on les convainque que leur situation est très précaire. C'était un message de réconfort pour dire... Ce n'est pas une attaque directe au gouvernement français, au gouvernement danois en disant vous n'avez pas réussi à vous préoccuper de la population mais c'est juive. un constat qu'on ne peut pas nier. Encore une fois, les intentions des gouvernements européens sont bonnes. Et je pense que quelqu'un comme Manuel Valls, c'est quelqu'un de remarquable qui fait ce qu'il peut. Mais dans les faits, ils n'ont plus aujourd'hui la capacité de prendre les choses sous leur contrôle. Quand on voit aujourd'hui qu'en France, l'armée défend les écoles juives et les synagogues,
Que le gouvernement fasse tout ce qui est en sa capacité, oui, personne ne le conteste. Mais le gouvernement a failli. Écoutez, moi, je regarde les choses d'une autre façon. À écouter, je dirais, la propagande électorale du Likoud, j'hésiterai 3 fois avant de venir en Israël, puisqu'Israël aujourd'hui est menacé par l'Iran nucléaire, par Daesh, par Hezbollah, par une implosion des Palestiniens à l'intérieur. Pourquoi choisir ici? Mieux vaut aller en Nouvelle-Zélande, en Australie ou aux États-Unis. Il y a le choix. Jacques, est-ce que ces gouvernements là ont failli dans la protection de la communauté juive sur place? Le ministre des Affaires étrangères à Jérusalem, le ministre des Affaires étrangères israélien a publié un communiqué hier de condamnation en accusant les autorités danoises de ne pas avoir suffisamment protégé les institutions juives. Écoutez, c'est très facile d'attaquer et d'accuser. La preuve, c'est qu'ici en Israël, est-ce que nous avons réussi à endiguer toutes les attaques de terrorisme en Israël? Est-ce que nous avons empêché les perpétreurs de cet assassinat horrible des 3 adolescents d'être faits? Où étaient les services israéliens? Qu'ont fait les services israéliens? C'est très facile d'accuser. Mais Jacques, vous avez dit vous-même qu'il y avait des failles dans le système. Non, je suis d'accord. Il y a des failles. Mais simplement, ces failles-là, aujourd'hui, existent à cause du système démocratique qui ne permet pas aux services de renseignement d'agir librement sur le terrain. Il y a un conflit entre démocratie et je dirais, liberté individuelle et contrôle de l'État. À partir du moment où les démocraties permettront aux services de renseignement d'agir complètement et librement contre ces djihadistes-là, les choses pourront tourner. Allez, le Danemark, on l'a dit, est un pays au centre du débat sur les caricatures de Mahomet. C'est un journal danois, on s'en souvient, qui avait publié pour la première fois ce que les islamistes considèrent depuis comme un blasphème. C'était il y a 10 ans déjà, en 2005. Et on l'a dit, la cible de la première attaque samedi était à nouveau un caricaturiste, Lars Vilks, c'est son nom. Sa tête avait été mise à prix par Al-Qaïda depuis longtemps. Leslie Rezoug. Un mois après l'attentat au siège de Charlie Hebdo, c'est au Danemark que la liberté de la presse est de nouveau attaquée. Samedi, lors d'un débat sur l'islamisme, le centre culturel de Krudtønden, un quartier paisible de Copenhague, est visé par un attentat. Une attaque très similaire à celle du journal satirique français. La principale cible, le dessinateur suédois Lars Vilks. Depuis 2007, il est dans la ligne de mire des islamistes pour un dessin représentant Mahomet avec un corps de chien. Un outrage pour de nombreux musulmans partout dans le monde. Manifestations, drapeaux brûlés, du Pakistan à l'Irak, les appels au meurtre s'étaient multipliés. Une menace devenue concrète en 2010 quand 2 jeunes frères suédois d'origine kosovarde tentent d'incendier sa maison avec des cocktails Molotov. Il vit depuis sous protection policière, retranché dans une maison avec une pièce blindée et ne participe à des événements publics que sous escorte. Et Lars Vilks n'est pas le seul caricaturiste scandinave à être la cible des islamistes. Le Danois Kurt Vestergaard connaît le même sort. S'il n'était pas présent à la rencontre de ce samedi, il est connu pour avoir publié il y a tout juste 10 ans une caricature de Mahomet coiffé d'un turban en forme de bombe dans le quotidien Jyllands-Posten. Lui aussi contraint de vivre dans une maison sécurisée, il a échappé de peu à une attaque en 2010. Un jeune Somalien avait tenté de le tuer à la hache. Il s'en était sorti de peu en se réfugiant dans sa salle de bain blindée. Mais malgré la menace, les 2 dessinateurs ne comptent pas renoncer. Le jour de l'attaque contre Charlie Hebdo, Lars Vilks était revenu sur le rôle essentiel de la caricature dans le débat public. Cela ne devrait pas être grave d'insulter une religion. Vous ne pouvez pas faire d'exception pour les religions. Et les règles sont les mêmes pour les chrétiens, les juifs, peu importe. Et l'islam ne peut pas avoir de dérogation. Ce n'est pas une religion plus sacrée que les autres. Alors que la France et le Danemark sont largement considérés comme les fers de lance de la liberté de la presse en Europe, ils font également partie des pays ayant le plus grand nombre de djihadistes partis en Syrie grossir les rangs de l'État islamique. Selon les services de renseignement danois, il serait au moins 100 à être déjà partis. Pourquoi le Danemark? Parce que le Danemark est un symbole de la liberté en Europe d'un côté, et d'un autre côté c'est aussi un des pays européens avec une forte communauté musulmane qui se radicalise. Le Danemark, mais pas seulement le Danemark, les pays scandinaves en général, sont des pays avec une tradition de liberté individuelle. Également des pays dont le rapport à la religion est très différent de celui, par exemple, des pays catholiques, des pays qui sont beaucoup plus sécularisés,
qui ont un débat très ouvert, des mœurs très ouvertes et très libérales. Et ça, pour l'islam, c'est quelque chose d'intolérable, alors même que les communautés musulmanes ne cessent de grandir dans ces pays. Donc les communautés musulmanes de ces pays sentent le fossé se creuser avec les valeurs de ces pays et leurs valeurs à eux. Et il faut bien reconnaître également que l'islam se considère comme la troisième révélation, la seule religion vraie, et dont le devoir des croyants est de convertir, qui remplace le judaïsme et le christianisme, et que les croyants ont le devoir d'islamiser les autres et de convertir les autres. Il faut bien comprendre cela. Alors, on a parlé beaucoup du modèle français de laïcité. Vous l'avez dit, le modèle scandinave est quelque peu différent. On parle de tolérance, de multiculturalisme, mais ce modèle-là n'a pas convaincu non plus les plus radicaux de ces musulmans, finalement. Tout à fait, mais l'islam voit aujourd'hui très clairement, l'islam djihadiste voit très clairement le monde scindé en deux. Il y a la maison de l'islam et la maison de la guerre. La maison de la guerre, c'est tout ce qui existe en dehors du monde islamique. Donc l'Europe est la proie. Les cartes de Daesh le signalent très clairement. On va reconstituer l'empire musulman à partir de l'Andalousie jusqu'au port de Vienne. Tout cela sera... la célèbre bataille avec Charles Martel n'existe plus. Il faut reprendre la France, il faut reprendre les positions qui ont été perdues par l'islam. Donc nous sommes en pleine guerre, il faut le comprendre. Le djihadisme est en guerre avec la démocratie européenne, avec les États européens. Donc si aujourd'hui il y a eu le Danemark, c'est tout simplement parce que l'occasion s'est présentée. Demain, ça sera la Suède, demain, ça sera la Suède, ça sera la Norvège, ça sera l'Allemagne. Heureusement pour les Allemands, ils sont plus vigilants. Les Italiens aussi sont vigilants, les Suisses sont vigilants, mais ça ne m'étonnerait pas. On a vu cela se passer à Madrid, à Londres, à Paris, à Toulouse, à Bruxelles. Je dirais, là où il y a une présence musulmane sur place en Europe, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des attentats. C'est le fruit aussi de l'échec de l'intégration, comme on en a beaucoup parlé avec les attentats de Paris. Il ne faut pas non plus accuser et blâmer les gouvernements pour cet échec. Il y a d'abord un échec qui est relatif, qui ne touche pas tous les immigrants. Il y a un certain échec de l'intégration, oui, mais il faut bien comprendre également que cet échec vient également du financement de l'extrémisme musulman par des pays comme l'Arabie saoudite en Europe. On ne peut pas accuser uniquement les gouvernements européens. Il y a là une volonté, oui, de radicalisation qui est financée par le gouvernement saoudien. Il y a des écoles wahhabistes en Europe. Et cela aussi, il faut en parler. Alors pour finir en 10 secondes, vous l'avez dit, ces terroristes suivent les revendications djihadistes, passer à l'action là où vous vivez et frapper le plus fort. Ce n'est que le début d'une série d'attentats ? Tout à fait. En 3 mots, tout à fait. Merci Jacques, vous restez avec nous. Emmanuel, on parlera de politique israélienne à suivre justement. On revient en Israël à un mois des élections avec ce nouveau clip de campagne de Binyamin Netanyahou et cette question: prend-il les électeurs pour des idiots? On tente d'y répondre après un nouveau journal. Ne bougez pas. Sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous et on commence par cette information qui vient de tomber après l'attaque, on en parlait de l'État islamique sur les 21 coptes égyptiens en Libye. Eh bien, les forces aériennes égyptiennes ont mené ce matin plusieurs raids en Libye. Emmanuel Lavon, on est en votre compagnie. C'est une déclaration de guerre d'Al-Sisi. Je pense que d'abord, cette décapitation était très grave et l'Égypte devait de réagir. La réaction de l'Égypte aurait été différente si elle était toujours dirigée par Mohamed Morsi. Aujourd'hui, l'Égypte n'est plus dirigée par les frères musulmans. Al-Sisi lutte contre les islamistes radicaux, on l'a vu dans le Sinaï, contre la branche de Al-Qaïda et de l'État islamique. Et aujourd'hui, je pense que c'était tellement choquant, effectivement, que cette réaction militaire n'est pas surprenante. Ça rappelle aussi la réaction militaire de la Jordanie contre l'État islamique. Et en fait, ce que réussit aujourd'hui l'État islamique à faire, c'est d'unir ceux qu'il considère comme ses ennemis, à savoir les États
arabes constitués, dans la mesure où l'État islamique, lui, veut remettre en cause ces États-nations arabes pour les remplacer par un califat. Et là, l'État islamique est en train de réussir véritablement à unir ses dirigeants, que ce soit le roi de Jordanie ou le président égyptien, contre l'État islamique. Alors ça veut dire que ces États arabes constitués, ces États arabes modérés vont s'engager plus en avant dans cette lutte contre l'État islamique, vont être plus présents même sur le sol pour mener cette guerre contre l'État islamique? Je pense que oui, je pense que là effectivement on passe à la prochaine phase dans cette lutte. On voit aujourd'hui cet engagement que les dirigeants eux-mêmes n'avaient pas prévu, que le roi de Jordanie lui-même, que le président Al-Sisi eux-mêmes n'avaient pas prévu, cet engagement militaire beaucoup plus poussé. On peut évoquer l'Arabie Saoudite également. L'Arabie Saoudite également, bien que le rôle de l'Arabie Saoudite soit beaucoup plus ambigu que celui de l'Égypte ou de la Jordanie. Mais je pense qu'effectivement, dans le cas de l'Égypte et de la Jordanie, deux pays arabes avec lesquels Israël a des accords de paix, sont en train de s'engager beaucoup plus profondément contre l'État islamique, effectivement. Est-ce qu'Al-Sisi peut mener cette guerre contre l'État islamique comme il l'entend, alors qu'on voit qu'il a du mal à venir à bout de ces terroristes dans le Sinaï et en Égypte? Alors effectivement, c'est une bonne question. Tout le monde se pose la question de savoir s'il n'est pas capable de faire ça sur son propre territoire. Alors que va-t-il faire chez les voisins? C'est une bonne question. Mais je pense que sa stratégie aujourd'hui, qu'elle soit dans le Sinaï ou dans la Libye voisine, est la même, à savoir des attaques ciblées. Des attaques ciblées, la question de savoir avec quel matériel militaire. N'oubliez pas que récemment, il y a eu une visite de Poutine en Égypte. Et là, l'Égypte joue un espèce de double jeu vis-à-vis des États-Unis et de la Russie, dans la mesure où elle essaie d'aller au plus offrant entre ces deux pays. Il n'est pas clair aujourd'hui quelle va être la direction géopolitique internationale de l'Égypte vis-à-vis de la Russie et des États-Unis, qui sont en confrontation sur la plupart des sujets internationaux. Et cela jouera également, puisque aujourd'hui la principale puissance qui lutte contre l'État islamique, ce n'est pas la Russie, ce sont les États-Unis. Et je pense que là, les États-Unis vont exiger d'Al-Sisi de diminuer sa coopération avec la Russie s'il veut poursuivre cette lutte contre l'islamisme radical. Voilà pour ces développements. On parle politique israélienne avec votre permission, Emmanuel. En Israël, donc à un mois des élections, 29 jours exactement, et bien le parti au pouvoir, le Likoud, révèle un nouveau clip de campagne. Alors pour certains, il est encore plus simpliste que les précédents. Cyril, vous avez les images. Alors on a les images, les clips de campagne du Likoud, il faut bien le reconnaître, ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières semaines, il faut bien le reconnaître, ils ont souvent créé la polémique. C'est d'ailleurs l'objectif peut-être de ces clips de campagne superficiels, à vous de juger. Alors jusque-là c'est Netanyahou qui en était la vedette, on le voit tantôt en puériculteur, comme sur ces images, s'efforçant de mettre de l'ordre dans une classe politique turbulente. On l'a découvert également en baby-sitter, estimant qu'il était le seul à qui l'on pouvait confier sereinement ses enfants, ses opposants étant jugés trop instables, voire trop irresponsables. Et là, dans le dernier clip, Barbara, la stratégie a pris un nouveau tour, celui de l'intimidation en bonne et due forme. Netanyahou out, donc, Daesh in. Fini le Premier ministre bon enfant, on y découvre à présent des djihadistes, vous allez le voir, du groupe État islamique qui menace de conquérir Jérusalem. Et sur la route qui les mène à la capitale, 2 comédiens déguisés en djihadistes, armés, circulent à bord de ce désormais célèbre pick-up de l'État islamique, sur lequel flottent des drapeaux noirs de l'organisation djihadiste. Ils s'arrêtent près d'une voiture conduite par un automobiliste israélien et ça donne ça. مكانتي من ورا فني مشوه شارع شعبي لشعبي ما له اي معنى خروجي من الارض مساله وقت فقط وعمل للاحسن احنا جيم ليغوش اللي محشلين خوس مولا شكرا يا واد انا بدي اندفن بنفس المقبره اندفن فيها جدي ومن طفولتي بحلم لما اكبر اصير جندي مع الوقت اكتشفت لمين بدي انتمي محمود عباس فاتح حماس ولا Alors voilà pour ce nouveau clip. Cyril, vous avez décelé plusieurs messages subliminaux. Oui, plusieurs messages subliminaux, à commencer par cet autocollant, vous allez le voir à l'arrière du pick-up. Je ne sais pas si ça a échappé à votre attention, Emmanuel Navon, Rak lo Bibi. Et vous le savez, tout sauf Bibi, donc littéralement en français dans le texte. Ça a été au début de la campagne de ces législatives anticipées, le slogan de ralliement du centre-gauche, à savoir un ralliement massif contre la personne de Binyamin Netanyahou. Donc voilà, les djihadistes
djihadiste directement associé à la gauche israélienne ou au centre-gauche israélien. Et puis la musique choisie, c'est un rap, hein, vous l'avez entendu, un rap qui reprend les principaux thèmes du discours palestinien sur la libération de la Palestine. On y entend que les Juifs finiront par abandonner leurs terres, etc., etc. Et en fin de clip, on ne pourra pas le remettre, mais on entend deux mots très distinctement, Mahmoud Abbas et Hamas, qui fait des rimes sans le vouloir et sans le savoir. Vous connaissez l'expression. Et là, le Likoud nous resserre donc le plat de la supposée connivence entre l'autorité palestinienne et le mouvement islamiste palestinien. Bref, vous l'aurez compris, en votant pour les partis de gauche, vous, chers électeurs d'Israéliens, vous prenez le risque de voir arriver à vos portes les horribles djihadistes de l'État islamiste. Donc, vous l'avez compris, c'est l'Union sioniste, évidemment, la liste du tandem Herzog-Livni qui est visée par ce clip de campagne et qui est accusé donc de faire le jeu des extrémistes. Alors, est-ce qu'on a réagi à ce clip dans la classe politique? Alors évidemment, les réactions ne se sont pas faites attendre, à commencer par les principaux concernés, donc l'Union sioniste, la liste du centre-gauche qui a publié ce communiqué-là et qui dénonce l'échec colossal de Binyamin Netanyahou dans le domaine de la sécurité. Il a libéré des terroristes avec du sang sur les mains, il a renforcé le Hamas, tandis que l'Iran, pendant son mandat, est devenu un État au seuil du nucléaire. Et puis cette réaction, Barbara, de l'ancien chef des services de sécurité intérieure, le Shin Bet, il s'appelle Yuval Diskin, et il a réagi immédiatement après la diffusion de ce clip sur sa page Facebook. Ben Netanyahou, qui devrait avoir honte, cela en Yuval Diskin, c'est lui qui a libéré le Cheikh Yassine, le leader spirituel du Hamas, en 1997. C'est lui qui a reconstruit le Hamas, qui a libéré des terroristes pour ne pas geler la construction en Cisjordanie. C'est lui qui menace l'Iran tout en étant incapable de renverser un groupe terroriste dans la bande de Gaza. Voilà ce que nous dit Yuval Diskin. A noté également cette lettre adressée par deux députés de la formation de gauche, Meretz, une lettre qu'ils ont adressée donc aux conseillers juridiques du gouvernement et qui mettant en garde contre l'incitation à la haine à laquelle se livrerait le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Likoud qui pourrait se retrouver plus rapidement que prévu devant la justice. Pourquoi? Parce que la chanson que vous avez entendue tout à l'heure et qui est utilisée dans le clip n'est autre que celle d'un groupe de rap jordanien répondant au nom de Torah Baya et qui menace sur sa page Facebook également de poursuivre le parti au pouvoir pour avoir utilisé frauduleusement ce titre en arabe. Voilà pour l'anecdote de la musique. Emmanuel Yavon, Binyamin Netanyahou joue dans ce clip sur cette image qu'il est de Monsieur Sécurité, qu'il est le seul à pouvoir assurer la sécurité aux Israéliens. Mais je vais reprendre les arguments de Livni, Herzog ou Yadlin. Est-ce que cette image de Monsieur Sécurité n'est-elle pas un peu écornée après deux guerres contre le Hamas et avec un Iran aux portes du nucléaire? Vous savez, ce que Tzipi Livni ne rappelle pas dans ses communiqués, c'est qu'elle-même était au gouvernement, dans le gouvernement qui a libéré des terroristes, qu'elle a milité pour la libération de ces terroristes, qu'elle a voté en faveur, et qu'elle était membre du gouvernement, pas seulement du gouvernement, mais du cabinet de sécurité pendant ces deux guerres contre le Hamas et contre le Hezbollah au Liban. Donc la question est de savoir qui prend qui pour des imbéciles. Binyamin, allez-y Cyril, pardon. Non, effectivement, jusqu'à présent, les opposants à Binyamin Netanyahou ont tenté de faire campagne sur le social. Aujourd'hui, on voit très clairement que les détracteurs, les pourfendeurs du Premier ministre, s'emploient à l'attaquer sur son bilan sécuritaire. À noter également cette interview d'Amos Yadlin, c'est l'ancien chef des renseignements militaires. Il a rejoint la liste de l'Union sioniste et il a effectivement attaqué également le bilan sécuritaire de Binyamin Netanyahou, notamment sur le dernier cycle de violence avec le Hamas. Ouais, il se voit ministre de la Défense au cas où Herzog et Livni ont très clairement dit que ce serait lui le candidat arriverait à former un gouvernement. Il parle effectivement à Yadlin de bluff sécuritaire quand il parle de Binyamin Netanyahou avec, on l'a dit, les deux guerres contre le Hamas, l'Iran aux portes du nucléaire, et il parle aussi de la mise en danger des relations avec les États-Unis, la mise en danger par Binyamin Netanyahou. Il a tout faux, Yadlin? Il parlait différemment avant de rentrer en politique. Vous savez comment c'est. Lorsqu'il était uniquement dans l'académie, chef de l'Institut ANSS, qui a sa conférence annuelle en ce moment, il tenait un autre discours. Depuis qu'il est en politique, bien entendu, il se doit, comme lui instructe le chef du Parti travailliste Herzog et Livni, d'attaquer Netanyahou. Mais n'oubliez pas que les guerres avec le Hamas sont le résultat de ce retrait unilatéral que des gens comme Herzog et Livni et Yaldin à l'époque avaient soutenu. Et donc je pense que l'honnêteté intellectuelle exige effectivement de rappeler aux gens qui critiquent, ce qui est parfaitement
parfaitement légitime, nous sommes en campagne électorale, mais de ne pas faire oublier aux électeurs non plus le contexte historique plus large, et que donc, ceux qui ont soutenu le retrait unilatéral... Netanyahou est crédible en tant que monsieur sécurité. La question de ne pas savoir s'il est crédible ou pas crédible en tant que monsieur sécurité, la question de savoir si en tant que Premier ministre, il est crédible pour défendre les intérêts d'Israël en comparaison aux autres candidats. Maintenant, répondre à cette question sur la base des guerres précédentes, il faut bien comprendre deux choses. La cause de ces guerres, et l'une des causes, c'est le retrait unilatéral d'Israël en 2005 qui a été soutenu par des gens comme Amos Yaldin, Tzipi Livni et Yitzhak Herzog. Et deuxièmement, ce sont des guerres ce sont des guerres asymétriques contre des organisations terroristes, avec derrière toute une communauté internationale et des médias qui font tout pour limiter la liberté de mouvement d'Israël. Et venir et dire « Ah oui, mais moi, si j'avais été Premier ministre ou ministre de la Défense, j'aurais terminé en deux temps de mouvement. » D'ailleurs, même cette critique, on l'entend même à gauche et à droite. Avigdor Lieberman lui-même dit « Moi, si j'avais été ministre de la Défense. » C'est tellement facile, lorsqu'on est dans l'opposition sur un plateau de télévision, de dire « Ah oui, mais moi, j'aurais fait comme cela. » Ce sont des guerres asymétriques dans un contexte international très sensible. Un autre aspect de cette campagne, Cyril, vous l'avez évoqué, on le voit avec ce clip, le Likoud et les autres partis, d'ailleurs, ne ramènent pas du tout le discours de campagne, le narratif électoral, un discours socio-économique. Ces questions ont une fois de plus été évincées voilà, de la discussion politique. Est-ce que ça va fonctionner pour Binyamin Netanyahou d'éviter ces questions? Est-ce qu'il ne doit pas des réponses aux citoyens? Bien sûr qu'il doit des réponses aux citoyens. Et je suis le premier à le dire. Et je ne pense pas que ces questions aient été évincées d'ailleurs, puisque au moins 3 partis basent leur campagne électorale sur les questions économiques et sociales, que ce soit le parti de Moshe Kahlon, le parti de Yair Lapid et même le parti Shas, qui maintenant se présente comme le porte-parole des classes sociales défavorisées. Ouais. Donc c'est pas que ce sujet a été évincé. Pour le Likoud, oui. Je ne pense pas. Je pense qu'il ne doit pas être évincé. C'est un sujet central. Et je pense que là, encore une fois, à mon grand regret, le Likoud ne dit pas assez que, par exemple, les solutions aux problèmes économiques et sociaux, ça n'est pas le socialisme comme on parle le parti Chasse. Le parti Chasse a une politique de Robin des Bois socialiste, alors que les véritables solutions, c'est les solutions qu'a apportées, par exemple, Moshe Kahlon lorsqu'il était ministre des Communications, c'est de libéraliser le marché pour faire baisser les prix. Et je pense que le Likoud devrait dire clairement que la solution aux disparités sociales et au coût de la vie, c'est le libéralisme économique. Le fait qu'ils ne le disent pas assez, c'est regrettable, et c'est pour ça que Moshe Kahlon en parle dans un autre parti qu'elle constitue lui-même. Et quand Moshe Kahlon dit que c'est un vrai Likoudnik, dans ce sens, il a raison, parce que le Likoud, c'est censé être le libéralisme économique. Effectivement, un mot sur le rôle des médias aussi, peut-être, parce que qu'est-ce qu'on a depuis plusieurs semaines, depuis que la campagne a commencé? On a un ordre du jour qui est majoritairement sécuritaire. On parle beaucoup, les médias font leur gros titre sur le discours, par exemple, de Binyamin Netanyahou, le discours tant controversé de Binyamin Netanyahou au Congrès. On a les attentats de Charlie Hebdo, aujourd'hui les attentats de Copenhague, le nucléaire iranien, et très peu mis à l'ordre du jour, l'ordre du jour socio-économique en Israël. Et puis un mot sur ce clip, parce qu'on a clairement franchi un palier aujourd'hui avec ce clip où on aurait peut-être attendu un Lieberman sur ce genre de clip. Là, on a un Binyamin Netanyahou qui fait de la surenchère sur sa droite parce qu'il veut grappiller, on va le voir peut-être après dans les sondages, grappiller des voix sur ses rivaux de droite, à savoir Avigdor Lieberman, donc, et le parti Israël Béthénou, et Naftali Bennett. Effectivement, ce genre de clip et la campagne qu'est en train de mener le Likoud, c'est un sondage i24 News et on le voit, le Likoud arrive en tête avec 27 sièges contre 24 pour l'Union sioniste. Les partis arabes unifiés obtiennent 12 sièges, le foyer juif de Naftali Bennett 11, Yesh Atid de Yair Lapid 8, il arrive ex aequo donc avec Yahadout à Torah. Alors ces sondages nous disent finalement que ces clips de campagne, que ce discours électoral de Binyamin Netanyahou et du Likoud fonctionne? Oui, vous savez, Winston Churchill disait que le meilleur argument contre la démocratie, c'est une discussion de 5 minutes avec l'électeur moyen. Et je pense que sous-estimer, malheureusement, on peut dire que dans les campagnes électorales, sous-estimer l'intelligence de l'électorat, cela est une stratégie qui se prouve. Et effectivement, ces clips ne sont pas très intellectuels, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on voit les résultats et apparemment, ça marche. On essaiera d'élever le niveau, nous, sur ce plateau, avec vous, notamment Emmanuel Navon. Cyril, merci beaucoup. À suivre, on parle de Boko Haram qui poursuit son expansion territoriale, nouvelle démonstration de force au week-end au Nigeria et une première incursion au Tchad. Restez avec nous. Merci
merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, bienvenue, bon réveil. On est ensemble en direct depuis Tel Aviv et on poursuit cette édition avec vous, Betsabé. Bonjour. Bonjour, Barbara. Et votre sélection des titres de la presse internationale avec tout d'abord cette profanation de centaines de tombes dans un cimetière juif. Ça s'est passé dans le Bas-Rhin. Oui, tout à fait. On parle donc de plusieurs centaines de tombes. Regardez, Libération qui place l'information relativement haut et qui se distingue ainsi d'ailleurs des autres médias français, depuis RFI au Monde en passant par le Figaro. L'info ne semble pas vraiment avoir choqué ce matin, ou en tout cas pas encore. Des tombes pourtant sérieusement endommagées, comme on peut le voir sur les illustrations que ces mêmes médias ont publiées. Le monument en l'honneur des déportés et des victimes de la Shoah aurait été littéralement pulvérisé. C'est ce qu'on peut lire notamment dans une interview publiée par Le Parisien. Voilà pour cette affaire. On parle de l'Ukraine aussi dans la presse ce matin. Betsabé, avec ce cessez-le-feu qui est entré en vigueur, il est globalement respecté. Globalement, la trêve avait été accueillie avec scepticisme, on s'en souvient, aussi bien par les diplomaties qu'en Ukraine même, rappelle la Courrier international. Alors 36 heures après la signature de cet accord, du compromis devrait-on dire, les combats se sont poursuivis à quelques points stratégiques. Les deux camps s'accusent mutuellement, c'est ce que reconnaît la chaîne de télévision Ukraine Today, qui se veut le contrepoids ukrainien de la chaîne russe Russia Today. Alors aujourd'hui, justement, Ukraine Today fait le compte. Kiev a recensé 10 attaques depuis l'entrée en vigueur de l'accord et raconte accessoirement qu'un tour opérateur russe a décidé de proposer des escapades dans les régions de l'Ukraine occupées par les militants pro-russes. 3 à 4 jours, 2 à 3 000 $, compris, vous avez le chauffeur, le guide et le garde du corps. C'est extrêmement dangereux, non? C'est pour ça qu'il y a un garde du corps. Bon. Il y a des gens qui aiment le risque. Allez, direction la Grande-Bretagne. Les Anglais qui ne se lassent pas du procès DSK. Exactement, d'autant que le Télégraphe a trouvé une autre occasion d'en parler. Derrière le procès de Dominique Strauss-Kahn, poursuivi pour proxénétisme, on le rappelle, se cacherait le succès grandissant des orgies haut de gamme. L'accroche, alors DSK participait régulièrement, on le sait, à des soirées libertines. Or, ces soirées qualifiées parfois de carnage quand même dans le dossier, voire les témoignages des prostituées, seraient de plus en plus populaires, nous dit le quotidien britannique. Alors Strauss-Kahn s'était défendu pendant le procès, 12 parties fines en 3 ans, ça ne fait que 4 par an. Or, c'est une goutte d'eau dans l'océan, explique l'article. Il y a des tonnes de soirées, de groupes sexuels organisés. Si vous recherchez ce genre d'orgie de qualité, vous pouvez facilement en trouver même chaque week-end, et ce, au-delà des frontières de l'Hexagone, précise une spécialiste interrogée par le Télégraphe, qui relève aussi que ce genre d'hommes puissants et riches ont un ego surdimensionné qui ne parvient plus à se satisfaire de leur seule femme, qu'ils ont besoin de recourir à des prostituées souvent d'une beauté à tomber par terre. Ça vous laisse de marbre. Voilà pour le Télégraphe, qui est un journal pourtant extrêmement sérieux. Ils aiment bien se moquer des Français. Ils aiment bien se moquer des Français. On parle d'une tendance à présent, ce sont ces bâtons pour selfie. Exactement. Le New York Times, cette fois-ci, raconte cette nouvelle folie des touristes dans les musées. Un bâton de selfie, comme vous voyez sur cette photo. Un bâton qui risque non seulement d'endommager les œuvres d'art, mais en plus de mettre en danger même la vie du visiteur, ou en tout cas sa santé, puisque trop occupé par son selfie, il peut tomber en arrière d'une balustrade, voire dans les musées d'art naturel, dans l'eau avec les crocodiles. Enfin, ça prend trop de place dans des musées qui déjà doivent gérer les foules. Alors, face à ce fléau, plusieurs musées ont interdit l'usage de ce bâton à travers les États-Unis. Et oui, on prend ça très au sérieux. Même le Met à New York devrait incessamment sous peu afficher son interdiction. Le New York Times précisant que ces musées n'ont rien contre les selfies. Même, au contraire, apparemment, ça motiverait même les gens à aller dans les musées. Aller dans les musées, ça fait de la pub gratuite en plus. Alors, avis aux amateurs, la Tate Moderne à Londres et le Louvre à Paris permettent encore l'usage du bâton pour selfie. Vous en avez un de bâton pour selfie? En fait, je ne savais même pas que ça existait. Peut-être que Strauss-Kahn avait un bâton pour selfie. Voilà, j'ai pas osé faire la transition, mais notre invité l'a trouvé. Voilà, moi non plus. On termine avec Ibrahimovic et ses tatouages. Voilà, l'attaquant du PSG a dévoilé ses faux tatouages samedi après l'ouverture du score face à Caen, 2-2. Alors, de quoi s'agit-il? D'une cinquantaine de noms d'enfants qui souffrent de la faim, une initiative en soutien au programme alimentaire mondial pour sensibiliser l'opinion publique. La faim dans le monde qui touche plus de 800 millions
millions de personnes, on le rappelle. Merci Betsabé pour toutes ces informations cruciales. On va parler à présent d'un sujet beaucoup plus sérieux avec vous, Raphaël Hirochalmi, dans un instant. Il s'agit de Boko Haram qui poursuit son expansion avec cette nouvelle démonstration de force ce week-end au Nigeria et puis cette première incursion au Tchad. Mais contrairement à la lutte contre Daesh, eh bien Paris et Washington annoncent qu'ils veulent rester en dehors de ce combat. Une force multinationale africaine devrait être mise en place. Résumé en images. Des milliers de personnes affluent vers la ville de Zinder, originaire pour la plupart de la région de Difa, théâtre de nombreux affrontements entre l'armée nigérienne et les djihadistes de Boko Haram. Les plus fortunés, les plus chanceux, arrivent en voiture. Pour les autres, c'est la galère. Selon les associations humanitaires sur place, il y a désormais 3 jours d'attente pour monter dans un bus qui quitte Difa. Ces probables déplacements internes ajoutent une nouvelle problématique humanitaire. Le Niger accueille en effet 125 000 réfugiés venus du Nigeria, des réfugiés qui vivent dans des conditions déplorables selon les Nations Unies. Boko Haram attaque régulièrement cette région de Difa qui n'est séparée que par une rivière du nord-est du Nigeria, fief historique des insurgés islamistes. Selon les témoins, les attaques surviennent parfois de l'autre côté de la frontière par des tirs d'obus. La semaine dernière, le Niger a déclaré l'état d'urgence dans la région de Difa. Cette mesure, décidée en Conseil des ministres extraordinaire, accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit. D'après les experts, Boko Haram dispose de cellules dormantes à l'intérieur du Niger. Les nouveaux arrivants à Zinder sont contrôlés de près par les autorités nigériennes, de crainte justement d'infiltration parmi les déplacés de combattants de Boko Haram. Voilà, et on retrouve notre correspondant en Afrique de l'Ouest, Fiacre Vigigninou. Bonjour, merci d'être avec nous. Pour qu'on comprenne bien la situation, d'abord au Nigeria, est-ce que le calme est d'abord revenu dans cette ville de Gombe où les hommes de Boko Haram avaient fait une incursion de quelques heures ce week-end? Oui, si, le calme est revenu. Le calme est revenu depuis la nuit de samedi, où ils se sont retirés de cette ville-là de Gombe. Alors, pour faire rapidement un point de la situation, j'ai pu joindre hier le gouverneur de la région militaire de Zinder, une région du Niger. Il serait au nombre de 63 ces personnes qui ont été arrêtées à la cellule et ensuite transmises à la cellule antiterroriste à Niamey pour vérification d'identité et poursuite éventuelle. Ces interpellés auraient infiltré des réfugiés qui affluaient de Difa. En ce qui concerne la situation militaire, Boko Haram reste en pleine expansion, comme vous avez dû le constater, dans le nord du Nigeria, avec des attaques au Cameroun et continue désormais des incursions au Niger et au Tchad. Les insurgés de Boko Haram mettent aussi des attaques contre les positions frontalières, infiltrant des hommes et recrutant sur place. La mise en place de la force sous-régionale de 8700 hommes, composée essentiellement des militaires des pays voisins, à savoir le Bénin, le Niger et le Tchad, ainsi que le Cameroun, n'a pas encore été déployée. Le Tchad et le Cameroun ont cependant déjà envoyé aux frontières des hommes et le Niger a voté la semaine écoulée l'envoi des troupes aux frontières avec le grand voisin. Et puis dernier développement en date, dans une interview qu'il a accordée vendredi au Wall Street Journal, le président nigérian, jusque-là, qui refusait officiellement toute ingérence étrangère dans son pays, soucieux, dit-il, de son indépendance, a demandé l'aide militaire des États-Unis contre Boko Haram. Alors justement, là-dessus, un mot, good luck, Jonathan demande donc pour la première fois l'aide de Washington. Alors il attend quoi et concrètement, il recevra quoi surtout? Alors, il faut le rappeler, depuis novembre dernier, les relations entre le Nigeria et les États-Unis se sont un peu tendues après que le Nigeria ait demandé l'arrêt de la formation par les États-Unis d'un bataillon militaire nigérian qui était formé par les djihadistes américains. La raison avancée, les États-Unis auraient refusé au Nigeria la fourniture d'armes et de matériel militaire. Selon les confidences d'un officier américain, les militaires nigérians dans toutes les zones de combat sont accusés d'exactions sur les populations. Le gouvernement américain, ne voulant pas être complice, a refusé de les armer. Il reste toutefois un contingent militaire américain basé au Tchad qui poursuit la surveillance des islamistes
avec des drones, puis des conseillers militaires sont à la disposition de l'état-major au quartier général des forces armées nigérianes à Abuja. La France, elle aussi, a envoyé depuis mai dernier des conseillers militaires et devrait continuer son déploiement à travers le Tchad et le Niger par l'entremise de l'opération Barkhane. Merci beaucoup Fiacre Vigigninou d'avoir été avec nous ce matin. Raphaël Yerouchalmi, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier des renseignements israéliens. Vous connaissez bien les questions africaines. Boko Haram, on le rappelle, au Nigeria, c'est 13 000 morts et 1,5 million de réfugiés. Pourquoi le pouvoir en place n'arrive pas à les arrêter? Alors, d'abord, comme vous l'avez dit, un drame humanitaire énorme, ce qui rend d'autant plus frustrant la position, effectivement, de pays comme les États-Unis, mais même Israël, qui voudrait intervenir de façon plus concrète. La difficulté, on vient de le mentionner dans le reportage, la difficulté pour intervenir, c'est effectivement ce qu'il y a en face, un petit peu comme la Syrie, entre les rebelles et Assad, le choix n'est pas terrible, et là c'est pareil. C'est vrai que Boko Haram est une organisation violente, mais très brutale, mais de l'autre côté, les armées tchadiennes, nigériennes, sont connues pour être tout aussi brutales, ne pas respecter les droits de l'homme, et donc les soutenir, mais comment les soutenir avec des équipements militaires? Si les Américains hésitent, ils n'ont pas tout à fait tort. Car d'abord, ces équipements peuvent tomber aux mains de Boko Haram, car l'armée nigérienne n'est pas extrêmement efficace. Mais même si elle est aux mains de l'armée nigérienne, elle peut s'en servir d'une façon qui soit tout aussi catastrophique sur le plan humanitaire que Boko Haram. N'oublions pas que nous sommes dans une région de guerre tribale, d'intérêts de clans, et que la violence est de part et d'autre. Et comme d'habitude, ce sont les populations civiles non armées qui font les frais de ces combats et de ces réfugiés qui sont, par rapport aux autres endroits dans le monde, beaucoup moins bien traités. Les réfugiés syriens, c'est très triste, mais dans l'ensemble, ils sont dans des pays assez riches comme la Turquie. Là, c'est complètement différent. C'est le Tchad qui a la majorité des réfugiés à Dar es Salaam et les conditions sont atroces. Vous en parlez, hein, c'est une association, une organisation terroriste qui s'est fait connaître pour son extrême violence. On se souvient évidemment de ces rapts massifs de jeunes lycéennes, de ces campagnes Bring Back Our Girls. Est-ce que cette violence extrême est rare dans le terroriste africain? Non, pas du tout. Elle n'est même pas rare, comme on l'a dit, même dans les forces militaires africaines. Le Congo a une longue tradition de violence, de viol de femmes dans les villages, de séquestration de personnes sans jugement. Je veux dire, en Afrique, l'Afrique c'est l'Afrique. Ceci étant, il y a une responsabilité qui reste au monde, c'est la responsabilité humanitaire. On peut armer ou ne pas armer l'armée nigérienne. N'oublions pas qu'il y a aussi un problème d'accord entre les pays. On parle d'une force de 8700, ce qui est assez amusant parce que Boko Haram, c'est plus du double. Aujourd'hui, on ne sait même plus combien. Et une force multinationale africaine qui ne va pas se montrer efficace. Ben non, parce que lorsqu'on parle de Boko Haram, on parle d'une force qui est aujourd'hui estimée à une vingtaine de milliers d'hommes minimum et qui contrôle un territoire 5 fois plus grand que les territoires contrôlés par ISIS. Alors justement, parlons-en de ce territoire et de cette expansion territoriale qui est en train d'accomplir Boko Haram. On parle de plusieurs pays concernés déjà. C'est le but, comme l'État islamique, vous le dites, cette expansion territoriale? C'est le but et je ne sais même pas si c'est voulu. C'est-à-dire, Boko Haram s'aperçoit qu'il y a des émules qui se lèvent dans les contrées voisines. Je ne suis pas certain qu'ils aient eux-mêmes recruté ou formé ces nouvelles cellules terroristes, mais elles sont là. Et de ce fait, il y a ce rêve d'expansion territoriale, ces incursions. La ville de Gombe qui vient d'être évacuée, Boko Haram n'avait pas l'intention de rester. Non, c'est une démonstration de force. Voilà. Une humiliation des incursions pour le président. Pour montrer qu'on peut faire mal, donner des coups de couteau au Tchad, au Cameroun, et donc effectivement étendre la zone d'influence. Est-ce que comme l'État islamique, ces hommes de Boko Haram ont ce même message idéologique? Oui, apparemment. Donc,
de vive voix, dirons-nous, il prône la charia, il prône les lois islamiques les plus dures et pures. Mais n'oublions pas que dans la moitié nord du Nigeria, la charia est déjà appliquée depuis longtemps. Oui. Merci beaucoup Raphaël Yerushalmi d'avoir été avec nous. Merci Betsabé. À suivre cette petite phrase qu'on essaiera de décortiquer. En Occident, les femmes se moquent d'être violées sur le bord des routes. Ça ne leur pose pas de gros problèmes. Elle est signée d'un historien saoudien. Ça s'est passé en direct sur un plateau de télé il y a quelques jours. Tout le détail, évidemment, après un nouveau journal. Ne bougez pas. Merci d'être avec nous sur le plateau du Morning en ce lundi matin. J'espère que vous êtes bien réveillés. Si ce n'est pas le cas, eh bien attendez, parce qu'on va parler de ce qui bouscule le net ce matin avec vous, Rudy. Et on commence avec cette polémique après les propos du ministre des Affaires étrangères français. Oui, vous allez le voir ce matin, de nombreux tweets polémiques agitent le net, notamment on va commencer donc avec celui-ci. Il est signé, il n'est pas signé Laurent Fabius, hein, c'est une reprise de ce qu'il déclarait sur iTélé. Les premières victimes de ce qui se passe physique et psychologique, ce sont les musulmans. Des propos qui ont provoqué de vives réactions sur le net. Hier soir, Freddy dit qu'est-ce que je peux être bête, je croyais que les premières victimes étaient les morts et les blessés. Pour absurditologue, Fabius invente la mort podium. Abject, dit-il. Et puis, rapprochant ses propos de la profanation du cimetière juif, hier, dans l'Est de la France, Red Spleen tweet avec ironie, d'accord, mais n'oublions pas que les premières victimes sont les musulmans, donc des propos qui ont fait réagir sur Internet, notamment la communauté juive assez excédée. On lisait énormément de j'en ai marre hier dans la journée, et encore plus suite à cette déclaration. Allez, on va voir avec vous comment les internautes ont suivi sur Internet ces attentats de Copenhague. Oui, alors samedi dans la soirée, c'est par Internet que s'est organisée la traque. La police danoise a diffusé cette image que vous voyez apparemment prise dans un parking. Un homme vêtu d'une doudoune foncée, d'une cagoule bordeaux, avec un signalement environ 1,85 m, athlétique. Avec cette demande que vous pouvez lire si vous lisez le danois, s'il vous plaît, retweetez. Le suspect donc a été abattu très peu après la diffusion de cette photo. C'est courant ces avis de recherche sur Twitter ? En tout cas, ça part très vite. C'est-à-dire qu'avec le retweet, une image peut être diffusée de manière quasi instantanée et c'est très efficace. Et c'est la police elle-même en fait, c'est la police, qui le poste sur son compte. Oui, c'est le compte de la police danoise. Autre chose qu'on remarque sur cette affaire, c'est le mimétisme évidemment avec les attentats de Paris, et ça a créé une vague de solidarité immédiate en fait, un peu partout. Oui, on a vu apparaître très vite sur le net ces lettres blanches sur fond bleu, Leg Air Dansk, je suis danois. Alors comme le dit cet internaute, tous les internautes qui étaient Charlie sont aussi danois ce week-end. Alors on est loin quand même du raz-de-marée de tweets. Je suis Charlie qui avait embrasé la toile de par le monde avec plus de 6 millions de tweets. Mais l'émotion et les marques de solidarité viennent vraiment de partout dans le monde, notamment de France. Une caricature d'Yves Baudry rapprochant les deux événements a énormément été partagée. On y voit la petite sirène, symbole de Copenhague, adresser un doigt d'honneur à la barbarie. À noter aussi cette autre caricature de Rançon qui reprend le même symbole avec une burqa et cette phrase « Inutile de se voiler la face, on a un problème ». Pas mal. Dernier élément sur cette affaire sur Internet, c'est le post d'une des deux victimes. Oui, alors il y avait aussi, je voulais parler du poste de Benyamin Netanyahou, j'ai oublié de vous en parler, Benyamin Netanyahou qui lui aussi a appelé les Juifs on en a parlé dans cette émission. Du monde à revenir, et donc dans ce message il parle en Israël. Absolument, donc voilà, ce message est passé. Alors par rapport au réalisateur, le réalisateur il s'appelle Finn Nogard, il a 55 ans et effectivement il a tweeté ceci, vous allez le voir, c'est l'homme qui est mort devant le café, la première attaque. Absolument, alors c'était un réalisateur qui œuvrait pour le dialogue entre les personnes d'origine différente. C'est donc tout naturellement que le 7 janvier dernier, il avait posté juste quelques minutes après les attaques de Charlie Hebdo, cette photo et cette phrase qui aujourd'hui prend tout son sens. Il est choquant et effrayant de voir des gens courageux être assassinés par des lâches fascistes islamistes. Voilà, son dernier post qui prend donc tout son sens.
aujourd'hui. Voilà pour ce qu'on pouvait dire des attentats de Copenhague sur Internet ce matin. On passe à la France avec un tweet qui embarrasse l'état-major du Front National. Oui, Maxence Buté, c'est un élu Front National du 93 et c'est un petit peu l'épine dans le pied du parti de Marine Le Pen. Alors il avait déjà fait parler de lui en octobre. À l'époque, il avait été suspendu pour prosélytisme religieux suite à sa conversion à l'islam. Cette fois, c'est un de ces tweets qui met très mal à l'aise l'état-major du FN. Ce tweet, il date du 25 décembre dernier. Il répond à une vidéo qui rapporte l'histoire d'une femme lapidée et il dit ceci: l'histoire rapportée de la femme lapidée est très intéressante car c'est elle qui demande la lapidation au prophète, une justification de la lapidation qui passe très mal. Le secrétaire départemental du FN 93, donc Seine-Saint-Denis, a demandé l'exclusion définitive de Maxence Buté. Puis joint par le Huffington Post, la représentante du FN affirme que Marine Le Pen et Florian Philippot étaient, je cite, très choqués par ces propos. Voilà, et puis on termine par un tweet, un de plus, très remarqué de Valérie Trierweiler. Ah, elle nous avait manqué, Valérie Trierweiler, enfin plutôt ses tweets assassins, alors que cette semaine sera votée la loi Macron en France. L'ex-première dame, Valérie Trierweiler, a gratifié les internautes d'un tweet assassin dont elle a le secret. Ma mère travaillait le dimanche, elle n'avait pas le choix, que ce dimanche était triste. Nous attendions son retour pour vivre. Un tacle direct façon Cosette au travail du dimanche 12 fois par an. Donc c'est l'une des mesures phares de cette réforme économique, une sortie donc qui a provoqué un tollé sur Internet. Pour Faïza, l'enfance de Trierweiler ressemble à un mix entre Germinal et l'Assommoir. Joe se demande en quoi la vie de l'ex-première dame importe, vu que son attitude de ces derniers mois l'ont totalement décrédibilisé. Puis on termine avec ce tweet de Watchman qui tweet avec beaucoup d'ironie: Valérie Trierweiler se prononce contre la loi Macron. J'attends plus que l'avis de Nabila pour me faire une opinion. C'est pas tendre. Elle a encore plus de followers qu'avant, Valérie Trierweiler, depuis la sortie de son livre. Elle est très suivie à chacune de ses sorties. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Les internautes l'attendent, les trolls comme on dit, c'est-à-dire ceux qui vont sauter dessus pour créer une polémique. Les trolls ? Oui, ça s'appelle un troll. C'est-à-dire tous les gens qui disent, alors tous les gens qui commentent de manière haineuse ou assez virulente systématiquement sur Internet sont appelés les trolls. Je vous ferai une chronique là-dessus si ça vous intéresse. Avec plaisir. Voilà. Donc ceux qui agressent sur Internet sont des trolls. Des trolls. Et d'ailleurs, on dit elle-même qu'il y avait un tweet qui disait que c'était la reine des trolls, c'est-à-dire qu'elle ruait dans les brancards systématiquement dès qu'il s'agissait de François Hollande. Bon, vous continuez de suivre de près le compte Twitter de Valérie Trierweiler pour nous, Rudy, merci. Et de troller. Beaucoup, voilà. Vous restez avec nous, on va parler dans un instant, Myri, de cette sortie d'un historien saoudien qui a fait beaucoup de bruit sur les femmes qui se feraient violer en Europe sans que ça leur pose de problème. Mais avant cela, on parle cinéma avec ce film iranien qui a obtenu la récompense suprême à la Berlinale, le festival du film de Berlin. L'Ours d'or a été donc décerné à Taxi, réalisé par Jafar Pahani, dont l'œuvre reste interdite en Iran car elle est considérée comme trop subversive. On fait en image sur ce film avec Shahar Peled et Leslie Rezoug. Cette année, l'Ours d'or, le premier prix du Festival de Berlin, est resté sur son pupitre, car le vainqueur n'a pas pu venir chercher son prix. En cause, son assignation à résidence dans son pays d'origine, l'Iran. Ce cas est unique, c'est celui d'un cinéaste en prison et qui est pourtant capable de produire un film plein d'humour, de vitalité et de délicatesse. Car le joug des autorités iraniennes n'ont jamais stoppé le réalisateur Jafar Panahi. Après une enfance dans les bidonvilles de Téhéran, il étudie le cinéma, devenant l'un des chefs de file de la nouvelle vague du cinéma iranien. Son propos sur l'injustice sociale et la place des femmes dans le pays l'a rapidement distingué à l'étranger. Mais en 2010, la République islamique le condamne à 6 ans de prison et lui interdit de faire des films pendant 20 ans. Libéré, il vit en résidence surveillée et il lui est toujours interdit de quitter le pays. Il ne peut ni tourner de films ni écrire de scénarios. Mais Jafar Panahi n'a jamais respecté l'interdiction et a reçu de nombreux prix pour ses films. L'Ours d'or du meilleur film revient à Jafar Panahi pour Taxi. Son dernier film sorti clandestinement en Iran offre un panorama inédit et profond de la vie dans la République islamique, vu depuis l'intérieur d'un taxi. Considéré par le jury comme une lettre d'amour au cinéma, ce prix est un encouragement pour les autres réalisateurs iraniens.
Je pense que c'est une déclaration politique importante. Panahi a reçu l'Ours d'Or. C'est à la fois un bon film et une déclaration politique importante. J'aime beaucoup les films de Jafar Panahi. Je suis vraiment ravi qu'il continue à faire des films compte tenu de la situation dans laquelle il se trouve. Malgré les menaces, Panahi refuse de quitter l'Iran, insistant sur le fait qu'il aime son pays. Malgré les difficultés, il ne se voit pas vivre ailleurs. Prisonnier chez lui, il poursuit pourtant son engagement pour la liberté d'expression et donne une vision rare de l'Iran. Et de l'Iran, on se dirige tout de suite en Arabie Saoudite avec cette phrase, je vous le disais, de cet historien saoudien. Ça s'est passé en direct à la télévision. Et une femme, la présentatrice, a tenu tête à cet homme. Myri, c'est assez rare de voir ça. C'est une femme saoudienne, faut bien le marquer. Alors ça s'est produit sur Rotana TV le mois dernier, au mois de janvier. La journaliste progressiste Nadine Al-Bader s'est ouvertement moquée de cet historien présent sur le plateau. Il était venu expliquer pourquoi les femmes ne peuvent pas conduire en Arabie Saoudite. Regardez. لو أرادت المرأة أن تسافر من مدينة إلى مدينة وتعطلت فيها ماذا سيكون مصيرها؟ في أمريكا بيسافروا، في أوروبا والعرب بيسافروا يغتصبن على الطريق، ما عندهم مشكلة. هنا مشكلة عندنا حنا في مين قال لك إنه لحظة مين قال لك إنه عندهم مشكلة؟ ما عندهم مشكلة الأجانب يغتصبوا على الطريق. كبيرة إلا من ناحية معنوية، لكن حنا عندنا مشكلة من ناحية اجتماعية. من المرأة السعودية زوجها سائق لها وابنها سائق لها وأخوها سائق لها، لا يوجد أحد إلا يخدمها، هي ملكة. الملك الآن ما عنده سائق. إذا أنت خايف من عسكر حاول يغتصبوا امرأة، ما أنت خايف من سائق يحاول يغتصب؟ البلى بلى. طيب. وأؤيد، لكن هنالك حل لا يريد أن نسمعونه، لا المسؤولين حكوميين. إيش هو الحل؟ ولا رجال الدين. حل المشكلة هذه أستبدلهم بسائقات أجنبيات مع زوجاتنا. ما المانع؟ ما المانع في هذا؟ معي أنا قد أجد اعتراضات من كثير من الأصوات، ولكن لحظة شوي. سائقة أجنبية. سائقة أجنبية يعني؟ مكان السائق الأجنبي. Bon, c'est la bonne réaction finalement. Ils s'enfoncent et ils s'enfoncent. Et elle rigole. Voilà, et voilà. Il faut savoir que c'est une télévision qui est diffusée dans tout le monde arabe au Moyen-Orient, qui n'est pas, le plateau n'est pas en Arabie Saoudite, sinon elle ne pourrait pas évidemment être sans le voile, sans rien. Elle n'aurait pas pu dire non plus tout ce qu'elle a dit là. Voilà. Plus sérieusement, mis à part les propos absolument aberrants de cet historien, ça nous permet de reparler un peu de la condition de la femme en Arabie Saoudite. Donc on a compris, elles n'ont pas le droit de conduire. Oui. Donc elles sont considérées comme des mineures, elles doivent être conduites par un chauffeur homme. Elles ne peuvent pas sortir sans la permission de leur père ou de leur mari. Mais régulièrement, il y a des femmes qui manifestent, qui protestent contre cette interdiction de conduire. Il faut quand même souligner que c'est le seul pays au monde où les femmes n'ont pas le droit de conduire. Et c'est le cas, elles sont, si elles le font, parce qu'il y en a qui le font, eh bien elles risquent une peine de prison ou même le fouet. Manal, par exemple, a écopé de 9 jours de prison. Nous remarquons qu'aujourd'hui, le gouvernement saoudien semble fermer les yeux sur les femmes au volant. Cela nous encourage à déployer plus d'efforts. Par le passé, nous voulions seulement que les forces de sécurité ne nous arrêtent pas. Donc on ferme un petit peu les yeux, c'est ce qu'elle dit, les autorités ferment un petit peu les yeux, ce qui ne plaît pas évidemment aux instances religieuses. Dans la religion, rien n'empêche les femmes de conduire, mais rien ne leur donne ce droit. L'autorité religieuse a pesé les pour et les contre, et on a conclu qu'il y a plus de contre que de pour. Moi, ça n'explique pas grand-chose, finalement. Ils ont pesé le pour et le contre, donc il y a plus de contre que de pour. On ne sait pas lesquels, mais voilà, en clair, elles doivent. Alors, au-delà de la conduite, elles ne peuvent pas voyager seules. Elles doivent avoir la permission de leur mari ou de leur père pour voyager. Elles sont habillées tout en noir, voilées de la tête aux pieds dans la rue. Voilà, Barbara, aujourd'hui, les conditions des femmes saoudiennes. Situation assez dramatique pour les femmes saoudiennes. Il y a quand même eu quelques progrès ces dernières années. Oui, en 2011, par exemple, on se souvient que le roi Abdallah a donné le droit de vote aux femmes pour 2015. Il y aura donc des élections municipales, donc locales, cette année, en 2015. Elles auront donc le droit de vote. Certains experts estiment que ce n'est que de la poudre aux yeux parce que ces élections n'ont aucune incidence sur la vie, sur le quotidien des Saoudiens. Alors en 2012, le tout premier film saoudien à être tourné entièrement en Arabie Saoudite a eu lieu et c'est par une réalisatrice, la première réalisatrice saoudienne, Haifa Al-Mansour. Elle en parle de ce film, regardez.
Ensuite, il y a des femmes en Arabie Saoudite. Filmer dans le pays, c'est encore un autre problème. Comme vous le savez, il y a encore de la ségrégation en Arabie Saoudite et les femmes ne peuvent pas marcher dans les rues. Des gens venaient et nous demandaient de partir, ils nous criaient dessus. Dans certains quartiers, ils nous empêchaient de filmer. Mais dans d'autres, ils venaient nous prendre en photo. Je dois avouer que l'Arabie Saoudite est en train de changer. Le pays s'ouvre de plus en plus. Le fait que nous ayons tourné un film en Arabie Saoudite avec les permissions et tout, cela en dit long sur la situation dans le pays. Voilà, première réalisatrice qui n'est pas voilée non plus. Hein. Non, mais bon, elle n'habite pas en Arabie Saoudite, il faut le souligner. Alors le film Wadja parle justement des conditions de la femme. C'est l'histoire d'une petite fille rebelle qui a envie d'une bicyclette. Je ne sais pas si vous voyez. Donc elle est rebelle parce qu'elle a envie d'une bicyclette. Ce film a été primé à plusieurs reprises et notamment au 9e festival du film de Dubaï en 2012. Alors, il n'y a pas que le droit de vote et le cinéma qui évolue. Il y a aussi une participation des femmes aux compétitions sportives en Arabie Saoudite. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau. Hein. Aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, il y a 2 sportives qui ont pu participer. Mais c'est après de longs débats au sein du gouvernement, au sein des leaders de l'Arabie Saoudite. Il y a la judokate Shaher Khani. Alors, elle n'a pas fait de prouesse. Hein. Elle a joué un seul combat. Mais n'empêche qu'elle était la toute première femme saoudienne à pouvoir aller sur le tatami. Et juste après elle, toujours aux Jeux Olympiques de Londres, il y a Sarah Attar, l'athlète qui a couru le 800 mètres. Elle a terminé la dernière de sa course, de sa série, mais elle a assuré avoir vécu évidemment une expérience incroyable. Alors, vous voyez, les choses avancent doucement, mais bon, elles avancent tout de même. Et pour terminer, Barbara, je voulais vous montrer une petite vidéo qui circule sur Internet depuis un petit moment. Elle est réalisée par Hicham Fagri. C'est un artiste saoudien qui soutient le droit des femmes à prendre le volant cadeau. No woman, no drive. No woman, no drive. Voilà, no woman, no drive. On aura compris cette situation difficile des femmes saoudiennes. Merci Myri d'être venue nous en parler. Merci Petit Chat et bon anniversaire. Merci. Allez, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle journée. Portez-vous bien.